Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Apollon. Nous nous retrouvons pour une vidéo sur le vrai bilan de la colonisation en Afrique. Lorsqu'à la fin du 19e siècle, l'Europe entreprend la colonisation de l'Afrique noire, la situation de ce continent est catastrophique. En effet, à côté de quelques rares ensembles politiques préservés, dominantes et partout aux Afriques repliées, cloisonnées, isolées, dévastées et souvent condamnées. Or, en quelques années, administrateurs, officiers, missionnaires apportent aux Africains la notion jusqu'à là inconnue de sécurité quotidienne. Médecins et infirmiers font reculer le paludisme, la tuberculose, la maladie du sommeil, la trachone et les diverses parasitoses qui achèvent de tuer des millions de malheureux sous-alimentés. Outre les soins, les Africains mangent alors partout à leur faim et l'essor démographique devient considérable. Pourtant, l'Europe a appris à avoir honte de cette œuvre humanitaire, tant les esprits ont été imprégnés par les slogans culpabilisateurs. Durant 30 ans au moins, l'idée sans cesse répétée, pour ne pas dire martelée, selon laquelle le Nord se serait enrichi en exploitant le Sud, a acquis force de loi. Ceux qui font profession de fabriquer la culture en kit, pour citoyens robots de ce siècle finissant, ont réussi à faire entrer dans les esprits le réflexe quasi pavlovien associant l'actuelle et peu brillante situation du tiers-monde à la captation de ses richesses par les nations coloniales. Alors je vous le dis, les pays du Nord ne se sont pas enrichis en exploitant le Sud. L'idée tiers-mondiste repose notamment sur l'idée de la culpabilité de l'Occident, qui se serait enrichi aux dépens des peuples colonisés. Depuis un quart de siècle, il est bon ton de considérer cette affirmation comme une démonstration. Et pourtant, parmi les pays du Nord, les plus riches ne sont ni l'Espagne, ni le Portugal, ni la France, ni la Grande-Bretagne, qui furent les principales puissances impériales. Mais la Suisse, la Suède, l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. Quant à l'Éthiopie, pays africain dont la situation actuelle est la plus dramatique, elle est la seule à n'avoir jamais été réellement colonisée. La colonisation n'est donc apparemment pas plus à l'origine de la puissance industrielle de l'Occident qu'elle n'est la cause du sous-développement de l'Afrique. Le cas français, étudié par Jacques Marseille, constitue la seule analyse scientifique de la question. Ces conclusions permettent d'affirmer que depuis 1930, l'Empire entravait plus qu'il ne stimulait la croissance économique de la France, et la décolonisation fut un délestage voulu par une certaine fraction du patronat français pour stimuler la croissance de ses activités. Alors pourquoi un tel délestage ? Pour faire bénéficier l'industrie française de capitaux investis, jusqu'à là, soit en pure perte, soit sans réelle contrepartie économique. Dans des territoires où nous nous étions volontairement créés des obligations morales, de véritables contraintes de souveraineté. Ces dernières engendrent des dépenses militaires, scolaires, sanitaires, administratives, ainsi que de coûteux investissements dans le domaine des transports. Ponts, voies ferrées, routes par exemple. Dès 1956, cette réalité faisait écrire à Raymond Cartier que la situation de la Hollande serait économiquement moins brillante. Si au lieu de moderniser ses usines, elle avait dû construire des chemins de fer à Java, couvrir Sumatra de barrages, subventionner les clous de girofle des Moluques et payer des allocations familiales aux polygames de Bornéo. Quant à Jacques Marseille, il distingue, dans l'économie française, deux secteurs principaux. Le premier, hautement compétitif, rassemblait les industries motrices de la croissance, métallurgie, sidérurgie. Orientées vers les exportations, hors du cadre impérial, celles-ci ne trouvaient que très peu d'intérêt à l'étroit débouché colonial. Il n'en fut pas de même pour les secteurs économiquement en déclin ou en crise, huileries, industries sucrières et textiles, survivant à l'abri du protectionnisme colonial et des subventions de l'État. Pour l'auteur, à l'industrie déclinante, débouché colonial privilégié. En freinant le déclin de certains secteurs industriels, on peut se demander, écrit Jacques Marseille, si l'Empire n'a pas, du même fait, contribué à ralentir la reconversion de la structure des exportations par rapport à celle des autres pays européens. L'existence de débouchés coloniales protégés a pu ainsi achever d'interdire toute évolution vers la compétitivité au secteur industriel français en crise. En 1914, 46 sociétés coloniales avaient réalisé
116,8 millions de francs de bénéfices. En 1958, elles furent 132 à réaliser seulement 105,3 millions de francs. Cela s'explique. Les produits importés de l'Empire n'étaient pas rares, et ils étaient payés largement au-dessus des coûts mondiaux. Quelques exemples le démontreront. En 1958, 22% de toutes les importations coloniales en métropole étaient constituées par le vin algérien, dont le litre était payé 35 francs, alors qu'à qualité égale, le vin grec, espagnol ou portugais ne valait que 19 ou 20 francs. Quand le caoutchouc indo-chinois était payé 5 francs le kilo, le coût mondial était de 2,5 francs. Le cacao de Côte d'Ivoire était payé 220 francs le 100 kg, lorsque le coût mondial était de 180 francs les 100 kg. Le sucre des Antilles était payé 2,20 francs le kilo, alors que le coût mondial était de 50 centimes. Idem pour les arachides du Sénégal. Il y a plus important encore, non seulement les productions coloniales coûtent très cher à l'économie française, puisqu'elles sont achetées largement au-dessus du coût mondial, mais encore, en rentrant en concurrence directe avec les productions métropolitaines, elles contribuent à ruiner des secteurs entiers de l'économie française. Ainsi, dès 1933, l'industrie coloniale de Marseille cite-t-il en exemple du vin, des céréales, du riz d'Indochine, du sucre et de l'alcool des Antilles. Jacques Marseille écrit d'ailleurs que jusqu'à la fin de la période coloniale, les importations en matières premières en provenance de l'Empire seront toujours négociées à des prix supérieurs aux coûts mondiaux. On peut donc dire que dans le cas des pays colonisés par la France, la dégradation des termes de l'échange n'est pas un héritage de la colonisation. Après la décolonisation, dégager des subventions indirectes et alléger des secteurs moribonds, l'économie française a pu se lancer dans la bataille de la compétitivité. Enfin, les transfusions de capitaux publics ont pu dès lors bénéficier à quelques grands programmes nationaux, le nucléaire, les autoroutes, et j'en passe. La conclusion de tout ça, c'est que la colonisation fut une période brève, mais positive. Et pourquoi pas heureuse. Pour les populations d'Afrique, le gendarme assurait la paix, le médecin soignait les corps, l'instituteur transmettait son savoir, le colon fournissait du travail, le juge protégeait de l'arbitraire, l'administrateur ne laissait pas les disettes saisonnières se transformer en famine. Quant aux agronomes, ils ne cessaient d'encourager les paysans à utiliser le mil, à des élevages de volailles ou de porcs, et non plus à la fabrication de boissons alcoolisées. Ils luttaient contre les feux de brousse qui détruisaient chaque année 2/3 des réserves fourragères de la saison sèche. Ils ne cessaient de mettre les populations en garde contre l'abattage systématique des arbres. Les projets visant à combattre l'avancée du désert par l'établissement de coupe-vents étaient nombreux. Mais ils ne purent pratiquement jamais être concrétisés en raison du refus de collaboration des peuples pasteurs. Certains penseront peut-être que ce tableau est trop résolument favorable à la colonisation, qu'il lui oppose alors que la situation qui prévaut actuellement dans des pays comme l'Éthiopie, l'Angola, le Mozambique, le Zimbabwe, la Tanzanie, le Nigeria, le Ghana, le Tchad, Madagascar, où famine, épidémie, massacres interethniques, confusion arbitraire sont le lot quotidien des malheureuses populations.